le webinaire 10, on entame la dernière ligne droite, la dernière semaine de notre QA. Juste pour vous rappeler, la tâche finale est à remettre le 3, parce que je sais que c'est un peu, l'horaire est très intensif et ça aurait été très difficile pour tout le monde de pouvoir remettre la tâche ce vendredi. Donc, je la remets à lundi, ainsi que la tâche finale, pour que ça vous laisse quand même la fin de semaine pour vous organiser. Et pour ceux qui viennent de rentrer, comme je le disais tantôt, je vais essayer ce lundi, mercredi et puis vendredi de vous laisser à 11 heures pour que vous ayez le 30 minutes peut-être pour vous organiser et ne pas avoir à reprogrammer une réunion pour vous rencontrer en équipe en dehors du temps de la QA. Donc, alors ce matin à l'horaire, je vous ai envoyé aussi un courriel qui résumait, parce que, et puis merci à Rachel pour toutes tes questions. Je reviendrai là-dessus pour préciser que justement, parce que c'est une planification de 3 à 5 jours, on ne peut pas aller dans, avec plus que 2 objectifs d'enseignement, donc 2 objectifs qui vont être enseignés de façon explicite. Je veux l'écrire pour que vous n'alliez pas vous embarquer dans des tâches kilométriques. Et puis, pour ce qui est d'activer les connaissances antérieures, c'est important de réviser peut-être 2 ou 3 choses qui auraient déjà été enseignées ou qu'on suppose qui ont été enseignées. Ça peut être justement le paratexte qu'on peut revoir avec les élèves parce qu'il est toujours porteur de sens. Et puis, au niveau du après, ben, soit on pourrait réutiliser un guide d'anticipation, mettons, si on a fait la stratégie SVA, si c'était un texte informatif, ce que je sais, ce que je voudrais savoir. À la fin, pour le après, on peut faire le A, qu'est-ce que j'ai appris, si c'était un texte informatique, ou si c'était un texte narratif et qu'on avait un guide d'anticipation avec des énoncés vrais ou faux, ben, à la fin, on pourrait remplir de nouveau ce guide d'anticipation-là, et ce serait ça l'activité du après pour l'évaluation, la tâche d'évaluation qui sera en lien soit, donc pas les 3 composantes, soit la lecture, soit la communication orale, soit l'écriture. C'est tout simplement parce que c'est important que ce qui est enseigné explicitement soit évalué. Donc, c'est pour faciliter la planification à rebours. Donc, j'ai envoyé le petit document. À la fin, si on a des questions, ce serait bien qu'on revienne parce que je veux pas que vous vous sentiez débordés. Pour ce qui est du partage des ressources, donc, j'ai promis, et puis tout le monde était d'accord, je vais télécharger, parce que je ne les télécharge pas en général, je les évalue dans le EAV, donc je vais télécharger et puis essayer de faire un dossier. Et d'ici au plus tard, le 7 août, je vais le partager par courriel avec tout le monde. Et puis, donc ça va me donner la dernière semaine de correction. Je vais aussi me donner du temps pour mettre toutes ces ressources-là ensemble pour que ça devienne une banque pour chacun de nous. Donc, après cela, aujourd'hui, de quoi est-ce que j'aimerais qu'on parle? J'aimerais qu'on parle des difficultés liées à l'apprentissage d'une langue seconde et qu'on parle des facteurs qui influencent l'apprentissage d'une langue seconde. On va revenir un peu sur l'enseignement explicite, mais cette fois-ci l'enseignement explicite du lexique. Et puis, on va présenter quelques ressources. Donc, c'est à peu près ça le menu de la journée. Alors, les difficultés liées à l'apprentissage d'une langue. En général, et puis ceci, je m'appuie sur la ressource Accès au succès. Je l'ai mise dans le document. Vous allez y avoir accès. C'est une très belle ressource aussi qui est bien faite, je trouve, qui nous apporte beaucoup de pistes pour accompagner nos élèves apprenant de la langue. Dans cette ressource-là, on nous explique qu'on a 4 grandes difficultés lorsqu'on apprend une langue seconde pour nos élèves. Les difficultés liées au décodage, parce que souvent, le décodage d'un texte va être plus difficile, surtout si l'élève arrive déjà plus vieux et que la langue dans laquelle il était instruit n'était pas une langue alphabétique. Alors, apprendre un nouveau code linguistique est difficile et donc, c'est une grosse difficulté. L'autre difficulté, c'est au niveau du traitement de l'information. Parce que souvent, les locuteurs natifs ou les enseignants, on va parler très vite, on va donner beaucoup d'informations en très peu de temps. Ils n'ont pas nécessairement le temps de digérer toute l'information au rythme que l'on pense qu'ils devraient.
Et donc, ça leur prend plus de temps pour traiter l'information qui leur est donnée. Et les difficultés liées à l'expression des idées. Souvent, quand nous, on l'a déjà vécu, quand on apprend une langue seconde, on exprime nos idées avec un vocabulaire limité. Et souvent, lorsqu'il faut décrire ou pointer ou repérer, c'est plus facile que lorsqu'il faut expliquer ou justifier ou analyser. Donc, ces tâches-là qui relèvent de la mise en application et de l'habileté de la pensée sont plus difficiles pour les élèves en apprentissage d'une langue seconde. Et puis, les difficultés liées au statut social de la langue. Pour nos élèves qui sont en milieu minoritaire, le français n'est pas tout à fait présent dans la vie à l'extérieur de l'école. Donc, on ne voit pas tout de suite l'importance de pouvoir mettre un effort particulier à apprendre cette langue là. Donc, le statut du français n'est pas encourageant parce que un élève, surtout un élève qui a été inscrit dans une école de langue française, dans une camisole de force, parce que ses parents disent, ben, ça va être bien pour toi pour le futur. Dans l'immédiat, il ne voit pas l'intérêt d'apprendre le français et ça peut être une difficulté. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour soutenir nos élèves qui ont des difficultés à décoder? Ben, c'est de leur fournir des appuis visuels pour soutenir la lecture d'un texte, par exemple. Donc, c'est important. On peut leur fournir du matériel de manipulation pour leur permettre de comprendre, de mieux, comment je peux dire, de mieux intégrer ce qui est dit et de mieux construire leur compréhension de ce qui est dit. On peut également leur fournir des organisateurs graphiques pour, pour organiser ce qu'ils sont en train de lire. Est-ce que les idées se ressemblent? Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce qu'elles sont chronologiques? Donc, ça facilite également la compréhension. L'autre chose qu'on peut faire, lorsqu'on a des difficultés liées au traitement de l'information, et ceci, je l'ai tiré de de la ressource différenciée et évaluée différenciée. Alors, on peut faire, comme la tâche, elle est trop longue, on peut la morceler. Donc, plutôt que de donner une tâche très longue, on peut faire des tâches cumulatives, on peut morceler la tâche. Quand la tâche est trop difficile, on peut augmenter graduellement le niveau de difficulté. Donc, il ne faut pas que la pente soit trop à pic. On peut donner également des tâches à choix multiples. Et on peut pas, c'est important de ne pas présenter toute l'information d'un coup. On peut montrer la macrostructure et aller un élément à la fois pour que l'élève puisse digérer l'information de façon plus... En fait, le principe, c'est le principe des petites bouchées et des défis graduels. L'autre, on parlait des difficultés liées justement à l'expression des idées. Le tableau ici, qu'est-ce qu'il nous présente? Il nous explique, je vais retourner à ma diapositive, il nous explique justement que lorsque un élève est, eux, ils parlent de niveau 1, que l'on peut facilement associer à notre palier de l'éveil. Alors, c'est plus difficile pour lui d'analyser, par exemple. Et si on veut lui poser une question pour créer, on peut dire, montre-moi 3 photos de la plante. Montre-moi 3 photos de la plante, par exemple. Donc, on peut lui demander de montrer. Mais quelqu'un qui est au niveau 5, qui serait plus ou moins à l'équivalent du palier 4, quand on regarde la ressource et on la compare à TEPALF, c'est rédige 4 questions au sujet de la présentation. Donc là, on voit que la difficulté des questions, on est toujours dans la capacité à créer, mais la façon par laquelle on la pose diffère selon le niveau de compétences langagières. Nomme 3 mots-clés au sujet de cette présentation. Là, c'est un élève du niveau 3, il pourrait y arriver. Donc, on évalue, ou du moins, on demande la même question, mais en tenant compte du niveau d'habileté langagière. Ici, on regarde le contenu et ce tableau nous montre en fait des façons. J'ai partagé le tableau avec vous parce que je partage la ressource avec vous. Des façons, mettons, si je veux poser la question par rapport à l'analyse, à un niveau 1, dessine des groupes de plantes. Mais à un niveau 5, pourquoi ces changements chez les plantes sont-ils importants, par exemple? On est toujours au niveau de l'analyse, mais le degré de difficulté
au niveau de la compréhension, au niveau de l'expression de ce que l'on sait et va de façon graduelle. OK. Alors, le statut social, ça, je l'ai déjà expliqué. Euh, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder une difficulté de nos élèves apprenant de la langue, notamment la difficulté liée au décodage du texte. La raison pour laquelle on va faire cette petite activité de 10 minutes, c'est qu'on se met dans la peau de nos apprenants de la langue, mais c'est également pour vous faire découvrir la ressource qui est juste en dessous. Donc, je vous laisserai un petit temps pour découvrir cette ressource, Accès au succès, qui est une plateforme, mais qui vient également avec ce livre ici, que vous pourrez trouver sur la plateforme. C'est vraiment une très belle ressource parce qu'elle nous donne, surtout au niveau de l'évaluation et de la différenciation pédagogique, elle fournit beaucoup d'idées et puis je vais les partager tout au long du webinaire. Vous allez trouver la ressource dans la, vous allez cliquer sur le lien. Alors, je partage avec vous le, oh, là, c'est le mauvais lien que j'ai mis dans le clavardage un instant. Je vais juste aller chercher le bon lien. Oh, il est limité pour tout le monde. Copier le lien. Alors, je mets le lien. Pouvez-vous me dire si vous avez accès? Donc, l'activité 1 de ce matin dure 10 minutes. Et puis, c'est de décoder le texte en utilisant la légende. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai mis le texte? On dirait que je ne l'ai pas mis. C'est bizarre. Un instant, je vais rajouter le texte. Vous allez devoir rafraîchir. Je m'excuse. Oh là là. C'est moi qui pensais que le texte y était. C'est bizarre, hein? OK. Non. OK. Désolée. Je vais juste devoir m'ajuster un peu. Je pensais que je l'avais, mais je ne l'ai pas. C'est qui est curieux. Oh là là, désolée. Du temps que ça nous prend, mais on va y arriver. Je vais y arriver. Je vous le donne tout de suite. Je vais vous mettre le texte dans le clavardage. Ça va aller aussi plus vite. Partager. OK, super. Je l'ai. Alors, je vous mets le texte à décoder dans le clavardage et je le rajoute tout de suite ici. Je pensais qu'il y était et je suis curieuse de voir qu'il n'y est pas. Voilà. Alors, je vous ai mis le texte. Donc, il faut décoder le texte. Et puis, réfléchissez à ce que cet exercice révèle sur l'apprentissage d'un nouveau code linguistique. Ensuite, vous pourrez aller regarder la ressource de laquelle elle est tirée en cliquant sur ce lien. Donc là, il est 9h15. On va dire qu'on revient à 9h25. Oh, ben, il est là, le texte. Ah oui, il est là. OK. C'est bon.
Bonjour Patricia. Oui, bonjour c'est Adrienne, hein. Oui, bonjour Oui, oui. Adrienne. Oui, comment? Désolée, j'ai dû me déconnecter parce que j'ai eu un problème. Donc, est-ce que je peux avoir le lien, s'il vous plaît? Oui, donne-moi 2 secondes, hein. Donne-moi 2 secondes. Je vais le mettre dans le clavardage. Merci. OK. Il est dans le clavardage. Ok, merci. Ça fait plaisir.
Alors, je vais nous inviter à revenir si vous êtes prêts. Super. Alors, commentaire. Comment vous vous êtes senti au moment du décodage de ce texte-là? Oui, Émilie. Ça donne beaucoup d'efforts. C'était très fatigant. Puis Oui, on dirait que je me perdais dans les codes. oui. Donc, Pardon? ouais, c'est un Oui, peu triste pour les élèves là, quand tu te mets dans cette position-là. exactement. Imaginons un élève qui a étudié en arabe toute sa vie et puis qui nous arrive en 7e année et qui doit apprendre le français. C'est à peu près comme ça qu'il se sent. Oui, José, ensuite Kadidiatou. Au début, ça avait l'air amusant, tu vois tous les symboles, puis ça, je suis comme, ah, yeah, ça va être une activité le fun, ça. Puis, comme rendu au deuxième mot, là, j'étais comme, non, j'avais de la misère à retrouver les symboles, puis c'était pas si amusant que ça, finalement. Puis aussi, moi, j'ai comme, une fois que comme tu découvres la fin du mot, ben, je pouvais utiliser mes connaissances antérieures pour pouvoir terminer un mot, qui Oui, n'est pas le cas pour un autre élève qui connaît pas du tout le code. j'aime beaucoup ce que tu dis. Et puis, le fait d'utiliser ces connaissances antérieures, ça introduit bien la prochaine partie de notre webinaire. Et justement, sur le fait que c'est important que les enfants aient du vocabulaire. Parce qu'on va voir, et puis je peux le dire tout de suite, on va voir qu'un élève qui apprend à lire et qui a déjà du vocabulaire dans la langue a plus d'aisance que quelqu'un qui n'en a pas. Et on va également voir que c'est important d'enseigner explicitement le décodage. Comme un élève à qui on apprend toutes les stratégies de décodage, tout ce qui est conscience phonémique, conscience phonologique pour pouvoir lire, c'est une stratégie universelle. Mais on va remarquer que ceux qui ont le vocabulaire en français, ça va être un peu plus aisé pour eux. Et c'est ce que tu es en train de dire justement, tes connaissances antérieures t'ont permis d'aller anticiper et d'aller un peu plus vite. Et c'est ce que le vocabulaire fait en fait quand on apprend la lecture, le fait d'avoir du vocabulaire. Kadidiatou et puis Fatima. Fatimata. Oui, c'est vrai, comme disent mes collègues, que c'était très éprouvant. Puis j'avais une page sur laquelle j'écrivais les lettres. Puis aussi, ça m'a fait vraiment penser à un de mes élèves qui venait d'arriver et qui avait fait toute son éducation en arabe. Et puis là, il fallait vraiment parce qu'avec l'arabe, tu commençais de la droite vers la gauche. Puis là, Mhm, il fallait lui enseigner de faire l'inverse de la gauche à la droite pour la lecture. Et mhm. puis, ça a pris, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps à pouvoir décoder, juste à connaître les lettres de l'alphabet. Puis, imagine, c'était en 7e année. C'était Ouais, c'était laborieux. exactement. Merci du partage. Fatima et ensuite Christine. Euh, je reprends ce que José vient de dire. Par anticipation, on réussit à compléter le mot. Par exemple, quand j'ai écrit mot par, puis j'ai vu mot après, j'ai dit, ah, je l'ai eu mot par mot. C'est la même chose que le précédent. Mais par contre, j'ai compris comment les élèves font des erreurs de précision, ceux qui ne décodent pas jusqu'au bout. Je l'ai vu beaucoup dans les textes, dans les évaluations MLCM. Moi-même, je l'ai fait quand je me suis rendue à décoder. J'ai dit décodage. Puis je voulais le compléter avec âge à la fin. Puis j'ai regardé, j'ai dit c'est décoder, c'est ER. Donc, je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui anticipe, mais il ne décode pas et on tombe dans l'erreur de précision lors de la lecture. C'est un bon point parce que ça nous montre justement l'importance d'enseigner à lire à nos élèves et de ne pas les laisser globaliser. C'est certain qu'un lecteur habile, et la recherche l'a prouvé, un lecteur habile, on va remarquer que quand on est déjà fluide, notre cerveau a automatisé plusieurs mots et on comprend le contexte et on peut anticiper et c'est ce qui nous donne d'être fluide. Mais c'est quand on est habile. Et même quand on est habile, ça peut nous jouer des tours. Donc, l'importance d'enseigner explicitement la lecture à nos élèves et de ne pas juste faire de la globalisation. Oui, Christine.
il y a tellement d'enjeux. Je suis en accord avec tout ce qu'on a dit à date. Moi, j'ai pensé aux élèves en difficulté, les fonctions exécutives, en particulier la mémoire de travail, parce que j'avançais un peu plus rapidement parce que je me souvenais de certains symboles, donc ça me permettait d'écrire le mot plus rapidement, mais les élèves avec des difficultés avec la mémoire de travail, ou même pas un TA, juste des fois, c'est pas, en tout cas, ça sera encore plus long parce qu'il faudrait retourner beaucoup plus souvent, puis En effet, c'est un bon point. Je donne la parole. Merci beaucoup du partage, Sylvie. Je voulais juste ajouter à ce que mes collègues ont dit, comment c'est important de garder un profil à jour de nos élèves, de savoir quelle correspondance graphème-phonème qu'ils ont, qu'ils n'ont pas, puis ceux qui sont à travailler, parce que parfois on va leur donner un texte, lis-le quand même, mais quand il t'en manque trop, c'est un non-sens, tu ne travailles pas dans ta zone proximale. Oui, Le très profil bon. est clé. Oui, très bon point, parce que justement, on va souvent donner, comme quand l'élève n'a pas encore complètement appris à lire et ne connaît pas toutes les phonèmes et les graphèmes de la langue, c'est très important de lui donner des textes à sa mesure. Très, très important, surtout en lecture autonome. Quand il est accompagné d'un adulte, l'adulte sera là pour faire l'étayage, mais s'il est tout seul, c'est encore difficile. Et si en plus de ça, il n'a pas le vocabulaire. Donc, s'il lit, parce que vous savez, on a souvent des élèves qui sont de très bons décodeurs, hein. Ils décodent tellement bien, mais quand tu leur poses une question de compréhension, ils n'ont juste rien compris. Donc, si en plus de ça, c'est juste un bon décodeur et qu'il ne comprend pas le sens des phrases qu'il lit, et puis on va le voir tantôt, et c'est pour ça que l'enseignement du vocabulaire est important, parce qu'il faudrait que la lecture, au-delà d'être du décodage, soit une construction de sens. Parce que c'est ça lire. Je construis le sens au fur et à mesure que je lis. Et l'élève, justement, qui a de la fluidité, c'est parce qu'il comprend ce qu'il lit. L'élève qui s'autocorrige, c'est parce qu'il comprend ce qu'il lit et il se rend compte que ce qu'il vient de décoder n'a pas du sens dans le contexte de sa lecture. Je ne sais pas si Émilie, c'est une vieille main ou une nouvelle main. Ok, super. Alors, on va continuer. Et puis, ici, j'ai voulu partager ceci avec vous. Elle est tirée de la ressource Accès au succès. Pourquoi je la partage? Ce n'est pas nécessairement comme les dames qui ont écrit le livre se sont appuyées sur plusieurs recherches pour aller élaborer ce tableau qui sont les stades de l'acquisition d'une langue seconde. Ici, ce sur quoi je voudrais que vous vous attardiez, ce n'est pas tellement le délai typique d'atteinte du stade à partir de l'exposition initiale, ce n'est pas ça que je veux que vous regardiez. Ça nous donne quand même un indicateur, c'est certain, mais c'est beaucoup plus la description que je trouvais intéressante. Quand on nous parle, par exemple, du stade de la pré-production, alors on va remarquer qu'on a beaucoup d'élèves qui ressemblent à ce qui était décrit ici. On réfère souvent à ce stade comme étant la période silencieuse, car il arrive que les apprenants ne parlent pas du tout. C'est un stade réceptif où les apprenants, en grande partie, absorbent la langue. Moi, ce que je trouvais intéressant avec cette description des stades, c'est que je pouvais voir mes élèves. Je pouvais voir qu'effectivement, on a beaucoup d'élèves qui arrivent et qui sont juste silencieux. On a l'impression qu'ils ne sont pas en train d'apprendre. Mais en lisant ces descriptions, ça nous donne comme des explications à ce que l'on observe. Ils peuvent répéter ce qu'on leur a dit, comme un perroquet, et posséder un vocabulaire réceptif jusqu'à 500 mots. En plus de faire le perroquet, ils peuvent fournir des réponses non verbales et répondre par des mots de grande fréquence. Oui, non. Ils ne parlent pas encore spontanément. Ensuite, on a la production précoce. Donc, si on regarde ici, c'est beaucoup plus les stades au niveau de la production, hein. Donc, on voit qu'on a un moment où c'est juste le réceptif. Ensuite, la production précoce. Les apprenants continuent à enrichir leur langage réceptif et fournissent plus souvent des réponses d'un ou deux mots. Ils sont en mesure de déterminer les mots et les idées clés dans la langue. Durant ce stade, les apprenants produisent un nombre limité de mots et de phrases familiers qu'ils ont mémorisés ou pas. Ils utilisent généralement le temps présent
À ce stade précoce de production, les apprenants possèdent un vocabulaire d'environ 1000 mots. J'ai envie de dire que moi, je me trouve là dans mon italien, comme je me reconnais dans cette description-là, ou du moins entre ces deux étapes. On peut se reconnaître si vous êtes comme moi qui aimez les langues et qui essayez d'apprendre différentes langues. Vous pouvez voir vraiment que c'est très révélateur. Et ça nous permet, pourquoi je voulais que vous regardiez, on regarde ça, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut demander à ces élèves-là pour s'assurer de rester dans leur zone proximale de développement. Et surtout, comment est-ce qu'on peut les faire cheminer? C'est quoi la prochaine étape? Donc là, on a l'émergence de la parole qui est le prochain Et stade. comment on l'utilise? Alors, on peut lire ce tableau de deux façons. Oups. De façon verticale, par couleur. Allô, Baptiste? OK. Oui, un instant, j'ai coupé ton micro. Je vais te dire pourquoi, parce que quand tu l'as ouvert, il y a un bruit en fond sonore. Peux-tu couper l'autre micro? Et puis ensuite de ça, je te laisserai pouvoir parler parce que ça faisait beaucoup de bruit dans la rencontre. OK. Là, tu peux ouvrir ton micro. Ils l'ont sorti en 2014. Allô, Patricia? Attends. Je crois que tu as deux ordinateurs qui... Comment est-ce que je lui dis ça? Tu as on entend un enregistrement ou quelqu'un qui parle derrière toi. Est-ce que ce serait possible de couper cet enregistrement avant d'ouvrir ton micro, s'il te plaît? OK. Oui. Donc, pour revenir au stade, ensuite, on a la fluidité intermédiaire et la fluidité avancée. Donc là, pourquoi je le présente? Parce que si vous vous souvenez, dans l'ancien programme ALF, on nous disait que ça nous prenait environ 2 à 7 ans pour apprendre une langue. Et il y avait une similarité avec cela, parce que si on regarde, c'est à peu près au bout de la 7e année, 5e à la 7e année, on arrive à la fluidité avancée. Donc, c'était un peu le fait que ça recoupe quelque chose qu'on savait déjà, ou du moins qu'on avait déjà appris, mais ça décrit également. Et puis, la ressource accès au succès date de, je pense, 2023 ou 2022, donc c'est quand même assez récent. Donc, OK. Ensuite, donc là, c'est la même information présentée sous forme de carte conceptuelle. Donc, on a le stade de pré-production, production précoce, émergence de la parole, fluidité intermédiaire et puis fluidité avancée. Alors, pourquoi c'est important d'enseigner le lexique? Alors, on va passer à la deuxième phase de notre webinaire. Pourquoi c'est important d'enseigner le lexique? Vous voyez mon écran, hein? OK, super. Alors, on a parlé de l'effet Mathieu. Si vous vous souvenez, les riches s'enrichissent, les pauvres deviennent plus pauvres. Donc, alors, lorsque un élève arrive à l'école en se connaissant du vocabulaire, ça c'est la recherche de Seb et Guagou, 2015, quand il arrive à l'école en sachant du vocabulaire, ça facilite l'apprentissage de la lecture. Et donc, les élèves qui arrivent avec un vocabulaire limité à l'école partent avec avec moins de chance, ou du moins d'avantages. Ils sont moins privilégiés que ceux qui arrivent avec du vocabulaire. D'où l'importance pour nous de mettre un accent particulier sur l'enseignement du vocabulaire. L'autre chose qu'il faut savoir par rapport au vocabulaire, c'est qu'il y a deux façons d'apprendre le vocabulaire, d'enrichir son vocabulaire. Alors, il y a l'apprentissage du vocabulaire de façon incidente, c'est-à-dire dans son environnement, par les interactions langagières, et l'apprentissage du vocabulaire de façon explicite, donc l'enseignement direct du vocabulaire. Les élèves qui viennent d'un environnement riche sur le plan lexical, ils vont apprendre beaucoup de mots parce que lorsqu'on apprend de façon incidente, il y a deux choses qui nous aident à accroître notre vocabulaire, le contexte, la répétition. Alors, et puis la morphologie, quand c'est la lecture. Donc, je m'explique. On va dire, c'est en lisant que j'accrois mon vocabulaire. Mais
est-ce que c'est parce que j'ai toujours un dictionnaire à côté de moi? Non, c'est parce que lorsque je lis et que et c'est pour ça que c'est important, le curriculum de français nous demande d'enseigner la morphologie des mots à nos élèves. Quand je tombe sur un mot que je découvre pour la première fois, je peux l'analyser sur le plan morphologique pour en savoir le sens. Quand je suis un lecteur habile qui a déjà du vocabulaire, je peux utiliser le contexte pour induire le sens du mot nouveau. Alors, ça fait que les élèves qui ont déjà du vocabulaire, quand ils font de la lecture, plus ils vont lire, plus ils vont accroître leur vocabulaire. Parce que, en plus qu'on leur ait enseigné, si on leur a enseigné en salle de classe des stratégies de décomposition morphologique, la morphologie des mots, ben, ils ont une longueur d'avance et ils savent utiliser le contexte. Nos élèves, donc, qui nous arrivent et qui n'ont pas déjà du vocabulaire, partent avec un peu de retard par rapport à ceux qui ont du retard. D'où l'importance que pour compenser, nous puissions faire l'enseignement direct de mots à nos élèves, mais on puisse leur enseigner toutes ces stratégies lexicales, comme la décomposition morphologique des mots, les racines, préfixes, suffixes, l'étymologie, pour que nos élèves puissent justement, lorsqu'ils vont faire de la lecture, être en mesure d'accroître l'étendue et même la profondeur de leur vocabulaire. Alors, plus l'élève connaît de mots, plus son niveau de compréhension en lecture est élevé. Et plus son niveau de compréhension en lecture est élevé, plus son niveau de réussite scolaire l'est également. Donc ça, il y a plusieurs recherches qui le prouvent. Et puis, je vous ai mis cette monographie du ministère Un monde de mots, qui est une belle ressource justement qui nous partage l'importance d'enseigner le vocabulaire, le lexique à nos élèves. Alors, en regardant l'accord de Scarborough, on voit justement que toutes les cordes, on voit que la compréhension du langage passe par la compréhension du vocabulaire. Donc, c'était important de mettre un accent particulier. S'il y a quelque chose qu'on ne doit jamais enlever, c'est l'enseignement du vocabulaire. Donc, si j'enseigne, et puis l'incidence en lecture, cette image, c'est juste pour prouver encore l'incidence de l'apprentissage de le vocabulaire sur l'apprentissage de la lecture, c'est que pour apprendre à lire, on sait que c'est le décodage, toutes les stratégies de décodage fois et non plus la compréhension du langage. Et quand on parle de compréhension du langage, on parle de connaissance du vocabulaire et puis d'autres habiletés, parmi lesquelles la compréhension du vocabulaire qui nous amène à la compréhension des textes. Donc, j'aimerais que vous regardiez cette question et puis vous me dites ce que ça vous donne comme information par rapport à l'importance du vocabulaire et le côté transversal du vocabulaire. Je vais lire la question. Fais glisser chaque scénario dans la case avec l'objectif financier approprié. On est ici dans une question de mathématiques en littératie financière. Obtenir des revenus, faire un don, épargner. Là, on a 3 définitions et il faut les associer à la bonne rubrique. Déposer de l'argent chaque semaine sur un compte. Est-ce que c'est obtenir des revenus? Est-ce que c'est faire un don ou est-ce que c'est épargner? Être payé chaque semaine pour pelleter de la neige. Est-ce obtenir des revenus, faire un don ou épargner? Donner des vêtements à une troupe de théâtre locale. Alors, on regarde, c'est une question de mathématiques à l'OQR. Alors, oui, c'est une question de mathématiques, mais c'est vraiment une question de vocabulaire. Et je l'ai tiré d'une question de l'OQR justement parce que je voulais justement démontrer à quel point c'est important d'enseigner le vocabulaire et c'est transversal à toutes les matières. Et même si on est enseignant de sciences ou même si on est enseignant d'études sociales ou de mathématiques, c'est important d'avoir toujours, lorsqu'on planifie notre leçon, des objectifs de matière et des objectifs langagiers. De quel vocabulaire est-ce que l'élève aura besoin pour pouvoir comprendre la matière?
de quelle expression l'élève aura besoin pour pouvoir comprendre la matière, de quelle structure de phrase l'élève aura besoin pour exprimer sa compréhension de la matière. Alors, vocabulaire ou lexique? Ici, c'est juste parce que je sais que pendant le webinaire, j'utilise indifféremment lexique et vocabulaire. Les puristes vont me taper sur les doigts parce qu'en fait, le lexique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'ensemble des mots et des habiletés lexiques, des locutions lexicales d'une langue. Par contre, le vocabulaire, on peut parler du vocabulaire d'un individu, donc l'ensemble des mots que l'individu connaît et est capable de mobiliser, ou le vocabulaire d'un livre, l'ensemble des mots et puis des locutions qui se trouvent dans un livre, ou le vocabulaire d'un domaine spécifique, ou le vocabulaire des consignes, par exemple. Donc, le vocabulaire est plus restreint que le lexique. Mais souvent, on va utiliser les deux mots de façon indifférente, mais c'est important de le préciser. Alors, que signifie connaître un mot? Comment est-ce que je vais vous laisser la parole? Qu'est-ce que ça veut dire, je connais un mot? Oui, Fatima. Je connais un mot, ça implique pour moi deux faces. Je connais le sens du mot et je sais probablement comment l'écrire et l'associer à une image d'après le sens que j'ai. Merci beaucoup du partage. Et en général, c'est ça, connaître un mot. Mais connaître un mot va au-delà. Et tu l'as dit, sa forme orale, sa forme écrite, son sens, mais c'est aussi ses propriétés morphologiques. Par exemple, quand j'entends le mot dentiste, je peux savoir la racine dent et savoir que le ist, ce suffixe, appelle un métier en français. Quand je vois ce suffixe-là à la fin d'un mot, ben, c'est pour la création d'un mot qui représente un métier, par exemple. La propriété syntaxique. Avec quoi est-ce que ce mot est souvent marié? Alors, c'est un nom, donc je n'ai pas un verbe, par exemple. Ou la co-occurrence. Si, par exemple, j'entends appeler, je peux savoir appeler l'ascenseur ou appeler une personne. Donc, je sais à peu près avec quel type de mot ce mot-là, le mot cible va aller. Si je dis tourner, je peux dire faire tourner la tête ou faire tourner la machine. Ma connaissance de la langue et des mots me permet d'anticiper le mot avec lequel on peut le marier. Et puis le côté la propriété pragmatique qui sont justement aussi comment est-ce qu'on l'agence dans une phrase pour qu'il ait du sens. Donc tout ça, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que lorsqu'on apprend des mots, on va souvent vouloir accroître le nombre de mots. Et puis là, je pense que c'est le nombre de mots, c'est plus tard, le nombre de mots que nos élèves connaissent. Mais en plus d'apprendre le vocabulaire en étendue, on veut que nos élèves apprennent le vocabulaire en profondeur. Donc, l'étendue, c'est le nombre de mots qu'un élève connaît, mais la profondeur, c'est le degré de connaissance d'un mot. Donc, je peux avoir une étendue de vocabulaire, connaître beaucoup de mots, mettons 1000 mots, 2000 mots, mais en profondeur, je peux peut-être connaître 500 mots en profondeur. Et pour connaître un mot en profondeur, il faut justement avoir sa forme orale, sa forme écrite, son sens, son usage. Alors, et parce que c'est 3, forme, sens, usage. Alors, et quand on parle de forme orale, forme écrite. Le niveau de compréhension d'un mot. Alors, je n'ai aucune compréhension, aucune utilisation. Je ne connais pas le mot, je ne suis pas capable de l'utiliser. Je connais le sens général du mot et je ne peux pas faire une utilisation fonctionnelle. Donc, j'ai déjà entendu le mot. Je sais à peu près ce qu'il veut dire, mais je ne peux pas nécessairement l'expliquer dans mes propres mots. Une connaissance limitée et contextuelle. Donc, je connais le mot, seulement si on l'utilise dans une phrase, il a du sens, mais si on le sort ou si on le sort de son contexte, ben, ça se peut que je ne sache plus ce qu'il veut dire. Et puis, quelques connaissances. Un rappel limité, une utilisation peu fréquente.
Alors là, je connais déjà le sens du mot. Je connais le mot, je connais son sens, je peux l'utiliser de façon limitée. Et une compréhension riche et décontextualisée. Alors, j'ai une bonne connaissance du mot, je peux même jouer avec le mot, les mots, ce mot-là. Donc, quand on va voir, par exemple, ces blagues qui sont souvent des jeux de mots, on va dire, qu'est-ce qu'une mère dit à une autre mère, par exemple? On va lui dire, tu fais des vagues. Pour rire à cette blague, il faut avoir une bonne connaissance de, 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 de l'homophonie mère et mère, par exemple. Et puis, il faut avoir une bonne connaissance du sens de la mère MER. Et donc là, c'est ce genre de jeu de mots, on arrive à en rire quand on a une connaissance en profondeur des mots et du contexte. Alors, je parlais tantôt justement de l'étendue. Alors, quand on parle d'étendue, une étiquette nouvelle sur un concept connu. Par exemple, ce petit symbole ici, tout le monde nous le connaissons. Mais la dernière fois, je parlais avec mon directeur de thèse et c'est lui qui me dit, ben, c'est une esperluette. Je dis, c'est quoi ça, une esperluette? Il dit, mais le petit E est sur ton clavier. Et puis là, je venais d'apprendre le mot esperluette, par exemple. Mais je n'avais jamais su que ça s'appelait une esperluette. Donc, je connais la réalité, mais je ne connais pas le mot en français. Donc là, je viens d'ajouter une étiquette sur une réalité connue. Un concept nouveau sur une étiquette connue. Donc, alors, je sais c'est quoi avoir envie de quelque chose, mais je ne sais pas comment le dire. Donc là, on me donne l'étiquette. Et c'est ce qui arrive souvent à nos élèves quand ils nous arrivent. Ils connaissent le mot, ils connaissent la sensation, mais ils n'ont pas l'étiquette pour le dire en français. Une étiquette nouvelle sur un concept nouveau. Par exemple, je n'ai jamais entendu parler du mot démocratie. J'apprends en même temps le mot et le sens du mot. Ou je n'ai jamais entendu parler de photosynthèse. J'apprends en même temps le contenu et, j'ai envie de dire, le contenant. Donc, le mot et puis le sens de ce mot. Ou bien racine carrée. J'apprends en même temps le symbole, le mot, le sens du mot. Quand on parle de profondeur, je l'avais dit, et puis je voulais mettre quand même la diapositive pour que ça reste, la morphologie, les nouvelles co-occurrences, la maîtrise de l'orthographe. Est-ce que j'écris Pometier ou Pometier avec un seul M, par exemple? Donc, ça, c'est la profondeur. La recherche de Antilles-et-Proulx de 2022, qui est une cumulation, ils ont fait une recherche ils ont fait une recension des écrits sur la didactique du lexique et en mettant ensemble les travaux de Graves et Tafts, en mettant ensemble les travaux de plusieurs didacticiens du lexique. Antilles-et-Proulx, c'est deux chercheurs québécois. Ils ont fait ressortir que les 4 axes qui nous permettent d'enseigner efficacement le lexique à nos élèves, c'est de développer la sensibilité lexicale, donc qui peut s'apparenter à l'affect, dont c'est l'amour et la curiosité et l'intérêt pour les mots, c'est ça la sensibilité lexicale. Il faut également exposer les élèves à une langue riche, c'est le 2e pilier. Le 3e pilier, c'est l'enseignement direct, explicite des mots ciblés. Et le 4e pilier, c'est le développement de la compétence métalexicale, donc tout ce qui est morphologie, tout ce qui est synonymie, homonymie, toutes ces connaissances lexicales que notre curriculum détaille dans les notions fondamentales, c'est en faisant les 4 que l'on développe, qu'on fait un enseignement efficace du lexique. Là, ils ont publié en collaboration un livre sous la direction de Isabelle Montesino-Génie. Je rate toujours son nom, il faut que je cherche le livre. Je l'ai mis tout près de moi, sous la direction de Isabelle Montesino-Gélé. Cette ressource ici, elle est chez Chenelière aussi, elle a des belles pistes. C'est pas nécessaire de l'avoir, vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque, mais j'ai mis la ressource également. C'est une belle ressource qui nous parle, il y a plusieurs articles, plusieurs textes sur comment enseigner le lexique de façon efficace. Alors donc, l'enseignement explicite, on ne peut pas y échapper. C'est un des piliers pour développer le vocabulaire de nos élèves, surtout que nos élèves
plurilingues n'ont pas la chance d'apprendre le vocabulaire de façon incidente dans leur milieu familial. Donc, nous, on doit leur donner un environnement lexical riche pour qu'ils puissent apprendre le vocabulaire de façon incidente par la lecture notamment, mais on doit faire l'enseignement direct. Alors, comment enseigner le vocabulaire de façon explicite? J'ai fait la compilation de différentes recherches. Okay? Il y a Marzano qui donne des propositions, Graves and Staff, et Graves et Taft donnent des propositions. Donc, il y a beaucoup de didacticiens du lexique qui font des suggestions. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les suggestions, peu importe la recherche, se ressemblent beaucoup. La première chose qu'il demande, c'est activer les connaissances antérieures, trouver un point d'ancrage. Giasson, elle parle de l'intégration pour nommer cette phase-là. Donc, elle va dire, il faudrait que l'élève puisse rattacher le nouveau mot à ce qu'il sait déjà. Une des activités qu'elle propose, c'est justement les activités de classement. On va donner une liste de mots aux élèves et on va leur dire, ben, regroupe ces mots en catégories selon ce que tu penses. On va pas leur donner des catégories spécifiques. Et là, les élèves vont regrouper et ils vont devoir justifier. Des fois, ils vont regrouper les mots parce que c'est des mots de la même famille. Ils vont regrouper les mots parce que c'est les mots qui ont le même sens. Mais ce que ça permet, ce genre d'activité, justement, en début d'enseignement du vocabulaire, ben, c'est qu'on va rattacher les nouveaux concepts à ce que l'élève sait déjà. Et donc, il y a différentes activités, il faut faire des activités d'intégration qui permettent à l'élève de rattacher ce qu'il sait avec ce qu'il va apprendre. Ensuite, c'est important d'avoir des appuis visuels, des objets concrets, de faire des jeux, de faire de l'analogie, par exemple. De faire, donc aller chercher des choses qui se ressemblent, donc aller chercher des régularités orthographiques, par exemple. Le contexte, utiliser le contexte pour trouver le sens d'un mot nouveau, la morphologie, et puis les chaînes circulaires. Il faut répéter, répéter, répéter. Donc, Giasson, elle résume en 3 mots tout ce qu'on a vu ici. Elle va dire l'intégration, donc pour activer les connaissances antérieures. Elle va dire la contextualisation et puis la répétition. Donc, pour bien enseigner le vocabulaire, il faut que le nouveau vocabulaire, l'élève puisse le rattacher à ce qu'il sait déjà. Il faut que le vocabulaire qui lui soit présenté soit dans un contexte authentique et il faudrait que on lui présente ce nouveau vocabulaire de façon répétitive dans plusieurs contextes différents. Antil va ajouter la multimodalité. Donc, il faut présenter de façon multimodale, audio, graphique, visuel. Et donc, on peut le voir ici avec les appuis visuels, objets concrets, les jeux. Donc, j'ai envie de dire ces 4 piliers-là, c'est ce qu'il faut faire. Et quand on va regarder Marzano et ses étapes, on va voir que ça se recoupe. Alors, ça, c'est les étapes qui nous sont proposées par Robert Marzano. Et j'ai envie de dire, quand vous allez faire votre planification, vous pouvez vous référer à ça pour présenter l'enseignement explicite du vocabulaire. Donc, étape 1, je donne une description, une explication ou un exemple du mot nouveau, accompagné d'une représentation graphique au besoin. Étape 2, demander aux élèves de reformuler la description, l'explication ou l'exemple dans leur demander aux élèves d'illustrer le nouveau mot à l'aide d'un dessin, un symbole ou une représentation graphique. Étape 4, proposer régulièrement aux élèves des activités qui leur permettent d'accroître leur connaissance des nouveaux mots par la prise des notes dans un journal d'apprentissage, par exemple. Étape 5, inviter régulièrement les élèves à discuter des nouveaux mots. Étape 6, impliquer régulièrement les élèves dans des jeux qui les amènent à utiliser des nouveaux mots. Donc, c'est des étapes, mais c'est circulaire. Donc, on va faire la même chose, ou du moins, on va faire la même chose chaque jour en avançant un peu plus, au point de faire toutes ces étapes et de les faire de façon répétitive pour que les mots puissent rester. Donc, un exemple. Avec le livre Fatima et les voleurs de Clémentine, contextualisé. Alors, je vais présenter le mot verger. Le mot est expliqué en contexte dans le cadre de l'histoire. Tous les jours, Fatima, la phrase dans le livre, c'est tous les jours, Fatima aide son grand-père dans le verger. Faire répéter le mot à haute voix
afin de faire créer aux élèves une représentation phonologique du mot. Alors, il faut que l'élève puisse prononcer verger. Alors, recontextualiser, expliquer simplement le mot dans un autre contexte. Par exemple, lorsqu'on va récolter les pommes à l'automne à la ferme Prou, on va dans un verger. Et là, l'élève peut visualiser c'est quoi un verger, faire des liens, demander aux élèves de produire leur propre exemple. Aimerais-tu aller dans un verger? Pourquoi? Alors, l'élève est capable d'associer la nouvelle connaissance à quelque chose qu'il a déjà vécu. Commencer la phrase par j'aimerais aller dans un verger et puis renforcer la sonorité du mot en faisant répéter de nouveau le mot à voix haute. Et puis conclure par un retour sur l'explication du mot. De quel mot avons-nous parlé encore aujourd'hui? On a parlé du mot verger. Et puis d'autres activités ou d'autres moments, à d'autres moments, revenir sur le mot pour que l'élève puisse le retenir et surtout ne pas oublier nos référentiels muraux ou les référentiels individuels où l'élève peut écrire le mot et puis avec, par exemple, comment est-ce qu'on appelle, le cadre de Freyer, le modèle de Freyer, il pourrait mettre le mot verger, écrire une phrase, faire un dessin, le mettre dans sa langue maternelle et le mettre dans son référentiel personnel. Ça pourrait être ça. Ah, oui. Toujours associer le déterminant au nom en contexte minoritaire. On a entendu notre petit Bradley qui disait « mon sœur »,« mon maman ». Alors, les déterminants s'apprennent de façon incidente à force d'usage. On le dit, mais à force d'usage. Donc, c'est important lorsqu'on affiche dans nos classes des noms, de leur associer leurs déterminants pour aider nos élèves. Sinon, ils ne peuvent pas le deviner. Parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on dit la table et non pas, on dit la table et non pas le table. Donc, c'est important de l'associer directement pour qu'ils puissent l'apprendre avec le bon déterminant. Alors, quand je veux présenter le vocabulaire, comment je peux faire? Donc, au moment de faire l'intégration. Ça, c'est tiré de Giasson. Donc, je l'ai tiré de Giasson de 90, mais son livre a encore des belles suggestions sur comment enseigner le vocabulaire malgré que ça date. Alors, on pourrait poser une question. Donc, poser une question centrée sur la définition. Je veux présenter le mot escabeau, toujours de livre Fatima, le vocabulaire des Clémentine. Alors, je peux dire un escabeau veut dire un tabouret, un stylo, une sorte de lit. Alors, les élèves peuvent choisir. Donc, c'est comme un guide d'anticipation. Et là, quand les élèves choisissent, ben, ça nous permet d'en discuter. Et ça permet aux élèves qui connaissent le mot d'aller expliquer. Et souvent, quand ça vient des élèves, ben, ça rend mieux. C'est des TH par les pairs. Question centrée sur la compréhension du mot. On pourrait poser plutôt une question. On utilise un escabeau pour se coucher, pour grimper, pour écrire. Et donc là, ça permet au moment où on va expliquer le mot que l'élève fasse le lien. Ah tiens, on utilise un escabeau pour grimper. Donc là, on vient de lui donner non seulement la forme, on lui a donné le sens du mot. Et ici, on lui a fait associer le mot à un objet concret dans la première façon de lui présenter le mot. Le modèle de Freyer, on l'a vu déjà. Donc, le mot étudié, la définition, une image dans ma langue maternelle, dans une phrase. Dans certains modèles, on met aussi un contre-exemple des fois. Dans le modèle de Freyer non modifié. Quel mot enseigner? Ça, c'est la grande question qu'on se pose souvent. Notre programme cadre de français nous suggère clairement les mots de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais d'où ça vient? Ça vient de la recherche de Beck. Et puis, Giasson cite cette recherche-là en 90. Beck a fait une nouvelle édition de son livre qui date d'assez récent. Je ne sais plus, je ne vois pas ma copie du livre, mais la nouvelle édition est assez récente. Je pense dans les années 2000. Alors, les connaissances préalables et le niveau de préparation. C'est important d'aller, lorsqu'on veut enseigner des nouveaux mots à nos élèves, de tenir compte de ce que nos élèves savent déjà et en fait, il faut tenir compte de la zone proximale de développement. Dans le fond, c'est ça. On doit pouvoir trouver le point d'ancrage pour enseigner le nouveau vocabulaire. Il ne faut pas que ça sorte de nulle part ou que la pente soit trop grande. Il faut réfléchir à est-ce que ces mots-là vont être importants pour l'élève?
Est-ce que ces mots sont importants à apprendre? Est-ce que le contexte dans lequel on veut enseigner est suffisamment riche? Et puis, le niveau de profondeur. Est-ce qu'on veut juste une connaissance? OK, je connais la forme du mot, sa définition, ou je veux aller plus en profondeur? C'est des considérations à prendre. Ici, j'ai partagé avec vous le petit référentiel qui nous dit, en fait, qui résume la recherche de Beck et justement qui nous explique c'est quoi les mots de niveau 1, les mots de niveau 2 et les mots de niveau 3. On l'a certainement beaucoup entendu cette année, mais en allant regarder, vous l'aurez, ça vous donne une meilleure idée. C'est quoi un mot de niveau 1? Des mots de très haute fréquence, susceptibles d'être appris lors de discours familiers, à enseigner auprès des élèves ayant d'importants retards en ce qui a trait au vocabulaire. Les mots de niveau 2, les mots plus sophistiqués et d'une grande utilité, mots assez fréquents qui sont moins susceptibles d'être appris à travers le discours familier, donc les mots qui sont dans les livres. Ce sont les mots à privilégier pour l'enseignement du vocabulaire. Et les mots du niveau 3, les mots techniques et spécialisés, mots plus rares, mots se limitant parfois à un contexte particulier. On est en maths, on a besoin du vocabulaire de mathématiques pour comprendre c'est quoi une somme, c'est quoi un produit, c'est quoi un quotient. Mais ces mots-là, les élèves ont besoin de les savoir. Donc, la ressource, elle est là. Par exemple de mots de niveau 1, toilette, manger, casier, jouer à l'extérieur, jouer. Aller, le verbe aller dans toutes ses formes. Je vais, tu vas, par exemple. Aller, en allant. Exemple de mots de niveau 2, acquiescer. Pour, retorquer, enjouer, volatile, analyser, comparer. Ces mots, on en a besoin. Surtout un mot comme acquiescer, il acquiesça. On va souvent le retrouver dans tous les livres qu'on lit à nos élèves. Exemple de mots de niveau 3, scalène, obtus, chlorophylle. Ces mots très scientifiques qui sont reliés, par exemple, dans ce cas, aux mathématiques et aux sciences. Alors, là, on va aller regarder le vocabulaire, justement, ces mots de niveau 3, le vocabulaire spécifique à une discipline. Cette petite vidéo va nous permettre, un instant, c'est notre deuxième activité, ça va nous permettre de prendre aussi une petite pause, de ne pas se sentir trop débordé. Je vais juste changer de compte pour être capable de... Voilà. Alors, c'est une petite vidéo de 5 minutes. Comprendre et mobiliser le vocabulaire spécifique à une matière. Je vais vous inviter, je vais copier le lien, je vous le mets dans le clavardage juste au cas où certaines personnes n'y ont pas accès. On va se donner un 5 minutes pour l'écouter. Il est 10h05, ça fait 10h10. Ensuite, on va dire à 10h15. On revient à 10h15. Ça vous donne un temps pour aller chercher, remplir votre tasse d'eau. Et puis, on revient après avoir écouté. Est-ce que ça marche?
Je vais vous inviter à revenir, s'il vous plaît. Kigo. Alors, j'espère que la ressource a été intéressante pour comprendre l'importance justement d'enseigner le vocabulaire lié à la discipline qu'on est en train d'enseigner parce que c'est une forme d'étayage et c'est essentiel pour que les élèves puissent accéder au contenu de chaque matière. Alors, parlons des mots fréquents. Par le passé, on entendait dire c'est important que les élèves globalisent les mots fréquents, lisent de façon globale, mais ce n'est pas la bonne façon de faire, on va dire. Les mots fréquents sont importants parce qu'ils constituent à peu près 50% des textes qu'on lit, mais c'est important d'enseigner explicitement ces mots-là à nos élèves, donc comment les orthographier, comment les lire, comment les décoder. Et une fois que le lecteur est habile, oui, il les globalise parce que ce sont des mots fréquents, mais avant d'arriver à cette étape où ton œil reconnaît rapidement le mot, on a besoin que l'enseignement explicite ait été fait. Et oui, il continue à être important parce qu'il constitue 50% des textes qu'on lit. Vous pouvez faire le test avec n'importe quel texte que vous lisez. Si vous prenez la liste des mots fréquents, vous allez vous rendre compte que ça constitue toujours à peu près 50% du texte, d'où l'importance d'enseigner à nos élèves explicitement comment les lire par le mapping orthographique. Et je vous ai mis la dernière fois, je pense que je vous ai mis la petite vidéo qui fait un modelage de c'est quoi le mapping orthographique. Pourquoi? Parce que connaître ces mots aide à la fluidité en lecture. Si je prends le texte Myriam la dévoreuse de livres, j'ai pris ce petit extrait et j'ai essayé de souligner tous les mots fréquents, donc tous les mots qui sont dans la liste de Giasson et Nanon. Et le texte a 109 mots et j'en ai souligné 56. Donc, et quand vous faites le test avec n'importe quel texte, vous allez réaliser que effectivement, les mots fréquents constituent à peu près 50% des textes qu'on lit. Des textes qu'on lit. Un instant, je vais juste aller couper un micro. Peux-tu fermer ton micro, s'il te plaît? Merci. Oui. Alors, les autres mots qui sont importants à enseigner, c'est les mots de consigne. Par exemple, quand nos élèves arrivent à la maternelle, coloris, colore, découpe, souligne, tous ces mots-là, ce sont des mots scolaires qu'on n'utilise pas nécessairement à la maison, mais qu'ils vont voir toute leur vie d'écoliers. Toute leur vie, et c'est important qu'ils sachent ce que ça signifie. Quand on me demande de dessiner, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on me demande d'encercler, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on me demande d'expliquer, associer, relier, qu'est-ce que ça veut dire? Ces mots doivent être enseignés explicitement. C'est important qu'on aille répertorier tous ces verbes-là, qui sont les verbes de consigne, qu'on demande tous les jours à nos élèves pour qu'ils puissent savoir c'est quoi la différence entre souligner et surligner. C'est quoi la différence entre dessiner, encercler, colorier, entourer? Et là, on peut le faire sous forme de jeu. En tout cas, ces mots sont importants également à enseigner. L'autre chose, c'est que lorsqu'on veut enseigner le mot, ici, c'était la seule façon de vous le donner au complet, c'était d'aller d'aller scanner une page de ce livre-là, qui est le livre de Giasson et Thériault, Wikidata. Mais parce que c'est la seule ressource dans laquelle j'ai retrouvé ceci, mais c'est dit dans beaucoup d'autres recherches. L'avantage, c'est que tous les exemples étaient là, donc je vous ai fait une copie pour que vous puissiez le voir. C'est quoi un contexte porteur de sens? Alors, quand je choisis les mots enseignés, si le contexte aide déjà l'élève à savoir le sens du mot, plutôt que d'enseigner le mot en passant par les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on a vues, utilisons le contexte pour aider l'élève à trouver le sens du mot. Exemple. Par exemple, si on dit dans un texte, vous avez tous entendu parler du caméléon, et à une incise, donc virgule, ce curieux lézard prend la couleur de l'endroit où il se trouve, point. Sur la terre brune, il est brun, allongé sur une feuille, il est
une feuille verte, il devient vert. Alors, le mot caméléon est déjà expliqué dans le paragraphe. Donc, plutôt que de passer à côté de ce contexte riche, je devrais montrer à mes élèves ici la stratégie, utiliser le contexte pour découvrir le sens d'un mot nouveau. Parce qu'ici, il y a une stratégie que je peux enseigner qu'il peut réinvestir dans d'autres contextes. Donc, au moment de choisir les mots enseignés, demandez-vous la question, est-ce que le contexte est assez riche pour que je puisse montrer à mes élèves la stratégie, apprendre le sens d'un mot nouveau en utilisant le contexte? Et à ce moment, privilégions cette stratégie-là sur donner la définition hors contexte. Et souvent, on va avoir les contextes riches, et là, c'est la liste, les synonymes, par exemple. Il avançait sans bruit, à pas feutré. Ça veut dire quoi, avancer à pas feutré? Ça veut dire avancer sans bruit. Dans le contexte, on a déjà la définition de l'expression avancer à pas feutré. Donc, là, j'ai une expression idiomatique, avancer à pas feutré, mais le contexte me donne déjà son sens. Ici, il serait intelligent, la recherche nous le dit, d'utiliser le contexte pour aller expliquer ce nouveau mot à l'élève, parce qu'après ça, ça lui donne des stratégies lorsqu'il est en lecture autonome pour utiliser le contexte pour découvrir le sens d'un mot nouveau. Par exemple, la comparaison. Les fleurs étaient de différentes teintes. Elles étaient aussi colorées qu'un arc-en-ciel. Alors, teinte ici veut dire couleur. Et donc, le contexte nous aide à savoir ce que veut dire le mot teinte. Donc, ça, c'est... vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce que j'ai dit, OK, je ne vais pas le recopier parce que c'est un texte et puis c'est bien expliqué avec des beaux exemples. Là, j'ai juste fait une copie des 2 pages pour que vous voyez les différentes fois où le contexte pourrait être porteur de sens. Donc, on a la comparaison, les exemples, les oppositions, les antonymies, les regroupements. Et donc, de faire attention quand on prend nos textes et qu'on veut expliquer un nouveau mot. Est-ce que le contexte me permet de l'expliquer et est-ce que je peux démontrer explicitement, mettre un haut-parleur sur ma pensée pour que les élèves voient comment j'utilise le contexte pour découvrir le sens d'un mot nouveau? Troisième point, les activités ludiques et le plaisir des mots. Alors, la sensibilité lexicale peut être définie comme l'intérêt et la curiosité pour les mots. Scott et Nagy, Tremblay et Gagné. Et alors, l'affect est très relié à la sensibilité lexicale. C'est important que, puisqu'on parle de répétition, un des piliers de l'enseignement du vocabulaire, c'est de la répétition. Une des façons de répéter, c'est de faire jouer les élèves avec des mots. Donc, prendre des mots, des jeux qu'on connaît déjà, par exemple. Un des jeux, ça pourrait être de jouer avec nos murs de mots. Par exemple, on a déjà affiché des mots sur notre mur de mots. Je colle le mot sur le dos d'un ami et on les met en équipe de 2. Et moi, je dois essayer de faire deviner à mon partenaire le mot qui est collé dans son dos, par exemple, en lui donnant des indices. Ça pourrait être un jeu. Là, les élèves, en utilisant des indices, ils font des périphrases, ils font des paraphrases, et ça leur permet de réinvestir. Ils donnent des définitions, ils reformulent en leurs propres mots, et ça leur permet de jouer avec les mots. D'autres jeux que l'on peut faire, c'est trouver un mot qui commence par organiser les mots de façon thématique, par exemple, les champs lexicaux. Tous les mots qui sont reliés à la thématique des vacances. Donc, on leur met des mots à organiser. J'en ai un exemple en bas, je pense. Donc, il y a différents jeux que l'on peut organiser pour réinvestir les mots qu'on a appris, qu'on a déjà enseignés. Ça peut être associer un mot à une image en faisant son lexique. C'est une forme de jeu également. Mimer des mots. Il y a plusieurs jeux. Et puis, je vous ai mis à la fin du webinaire comme tâche asynchrone la présentation de Caroline Proulx, justement, qui présente différents jeux pour aller stimuler le vocabulaire, pour aller donner le plaisir des mots aux élèves. Donc, une activité ludique, c'est le fameux le petit bac ou le jeu du baccalauréat, où par exemple, on pige une lettre et on doit choisir un fruit ou un légume, un pays, une ville, un métier, un animal qui présente par le nom, qui commence par cette lettre-là.
Alors, les élèves vont aller chercher dans leur banque de mots, c'est ludique, ils aiment ça. On peut le faire en équipe, surtout, on peut le faire en groupe classe, surtout quand on a les élèves apprenant de la langue, pour que ce ne soit pas trop difficile pour eux et qu'ils ne soient pas tout le temps en train de perdre. Mais on peut mettre ce tableau sur le grand TBI et on joue en groupe classe. Alors, un élève pige la lettre et puis en équipe classe, donc c'est toute la classe qui joue ensemble, et aller trouver. Ça fait passer le temps, mais c'est une belle activité ludique aussi pour réinvestir les mots. Une façon aussi d'apporter les mots de façon ludique, c'est on lit, chacun a sa lecture, et puis il doit présenter à la classe un nouveau mot qu'il a appris pendant sa lecture. Et quand on l'affiche sur le mur de mots, je peux dire, ah, ce mot, c'est le mot de Fatima, c'est Fatima qui nous l'avait présenté. Les enfants sont fiers, ça les valorise, et là, ils s'en souviennent. Une activité, justement, c'est de classification des mots. On a tous ces mots ensemble et on leur demande de les organiser selon la bonne colonne. Addition, soustraction, multiplication, division. Et là, ça peut amener des belles conversations aussi parce qu'il y a des mots qui peuvent se placer dans 2 colonnes. Et ça fait des belles discussions pour aller travailler le concept et le sens des mots. Par exemple, la somme, est-ce que je la mets dans l'addition? Oui. Plus que, est-ce que ça va dans l'addition? Alors, ça fait un réinvestissement du vocabulaire mathématique, mais sous forme de jeu. Alors, j'arrive à la fin du webinaire. Je suis contente, un peu plus tôt que prévu. On va se donner un temps pour parler de la tâche sommative 3, parce que j'ai senti un peu de stress la dernière fois. Et je me suis dit, je vais me donner du temps aujourd'hui j'ai raccourci un peu le webinaire pour qu'on puisse discuter de la tâche. Je vous invite vraiment à écouter la présentation de Caroline Poulou. Elle a donné dans le cadre des ateliers On lit cette année. Et puis, le titre, c'était Développer le vocabulaire des élèves de façon ludique, mission possible. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite vraiment à suivre cet atelier-là parce qu'elle donne vraiment des exemples concrets d'activités que l'on peut faire pour développer. Ça dure 1 heure, mais c'est 1 heure bien investie. Et ça, c'est notre tâche asynchrone. L'autre ressource que j'aimerais vous présenter des ressources, parce qu'il y avait ça avant qu'on ne passe à la tâche sommative. La première ressource, on en a parlé déjà, c'est Muka te parle, que vous connaissez déjà. Les mots pour dire et les mots pour se dire. Celle-là, j'aimerais vraiment qu'on la regarde, surtout pour nos profs de l'intermédiaire et du secondaire, parce que c'est une belle ressource justement qui va travailler le lexique. Il y a un guide de l'enseignant, et qui travaille la prise de parole. Et je trouve que ce n'est pas bébé Lala, comme je veux dire, pour les élèves, c'est vraiment à l'intention des élèves plus vieux. Donc, les activités sont plus intéressantes et ils se sentent moins comme si on était en train de les ramener dans une classe plus basse. Donc, c'est des concepts de base, mais apportés pour des élèves un peu plus vieux. L'autre source, c'est la littératie dans toutes les matières, le guide d'enseignement efficace de la lecture. Alors, dans ce guide-là, on trouve beaucoup de fiches, de belles fiches. Par exemple, le modèle de Freyer, la carte du mot ciblé, la cascade de mots. C'est des activités qu'on peut mettre en œuvre pour développer le vocabulaire. Donc, je vous invite à parcourir la ressource. J'ai essayé de mettre les pages pour les différentes ressources que j'ai citées pour que vous alliez droit au but et que vous n'ayez pas à parcourir au complet. Mais c'est une belle ressource à explorer. L'autre chose, je vous avais demandé également de vous inscrire sur Télé-Québec en classe parce que vous avez accès à toutes les trousses littéraires. Ce sont des planifications sous forme de lecture. Je peux pas les ouvrir. Si vous avez votre compte, je sais pas, je vous suggère fortement d'aller regarder. Donc, alors, ce qu'ils font. Et puis, ça a été dirigé par Claude Quévillon-Lacasse, qui est chercheur à l'Université d'Ottawa. Et ce qui se passe avec ces trousses-là, un livre de littérature jeunesse, des activités du vocabulaire, des activités de lecture interactive enrichies, avec des questions qui vous sont fournies. Vous pouvez faire la lecture plusieurs fois. Donc, c'est vraiment une belle ressource et c'est organisé première, deuxième, troisième année et puis cycle moyen. Ce sont des livres de littérature jeunesse, de littérature canadienne-française, francophone. Donc, c'est vraiment une très belle ressource et c'est accessible
à l'échelle nationale. Il suffit d'avoir un compte et un compte, c'est gratuit. Donc, il faut juste faire votre inscription et vous avez accès à toutes ces planifications-là, parce qu'en fait, ce sont des planifications à partir de la littérature de jeunesse. Avec même des référentiels visuels pour le vocabulaire, où on peut faire des jeux d'association, un mot à une image, et on peut l'utiliser sur le TBI. C'est vraiment une belle ressource. Pardon. Et puis, bien évidemment, nos ressources, Fou de lire, Mon mag à moi, la collection départ, qui reste il y a des beaux textes dans cette collection-là, donc qui reste une belle alternative quand on cherche des textes. L'on veut faire des textes intéressants que l'on veut faire lire à nos élèves, et Kantouk, bien évidemment. Donc, l'autre texte que je vous suggère en asynchrone, ici, c'est un texte d'une chercheure, de Ophélie Tremblay, didacticienne du lexique. C'est un très court texte de 2 pages, mais elle nous raconte explicitement comment enseigner la polysémie dans une... En fait, c'est une intégration de matière maths-français. Donc, comment enseigner le vocabulaire de mathématiques. C'est une très belle activité qu'elle propose. Donc, c'est une activité qui a été vécue dans une salle de classe et elle raconte le déroulement de cette activité. Et c'est assez facile à lire, c'est juste 2 pages. Donc, c'est une idée d'activité à faire vivre avec ses élèves. Donc, je vous l'ai mis dans les slides. Alors, j'ai terminé pour ce qui était prévu par rapport au lexique aujourd'hui. Et on va se donner du temps pour parler de la tâche sommative C. Avez-vous des questions, des inquiétudes? Oh, c'est curieux. Vendredi, vous aviez l'air très... Ah, je suis contente parce que c'est ce que je pensais. Je pensais que quand vous alliez être plus calme, ça allait aller mieux, mais je suis contente. OK. Parce que vendredi, j'ai senti un peu d'inquiétude et ça m'a intriguée, mais je me suis dit, il faut que je donne du temps aujourd'hui. Alors, je vais retourner à la tâche sommative C. Je vous ai ajouté le petit tableau, la grille des précisions ici dans la tâche. Je pense que tout le monde a eu la chance de la voir. Ouvre-toi, OK. A eu la chance de voir cette grille de précision. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est juste un 3 à 5 jours que vous planifiez. Donc, c'est important de choisir 2 notions à enseigner explicitement. Donc, je vous ai fait le petit tableau. Et ce qu'on remet, j'ai fait la liste des choses à remettre en donnant des exemples de quoi ça pourrait avoir l'air. Donc, la planification d'une lecture interactive enrichie. Là, j'ai choisi celle-là, mais vous pourrez choisir le format qui vous plaît, mais en Word, juste pour que le prof puisse voir le avant, pendant et après. Et là où est-ce que vous allez vous arrêter, comme les questions que vous aurez choisies. Ici, la présentation sous forme de slide qui pourrait servir en salle de classe. Et puis, un exemple de grille d'évaluation. Donc, c'est les 3 éléments qui seront à remettre et ce sont les 3 éléments qui seront à partager. Avez-vous des questions? Est-ce que je peux poser ma question? Oui, vas-y, Fatima. Étant donné que la remise des 2 derniers travaux sera le 3 août, est-ce qu'il y a possibilité de décaler un des travaux? Comme mettons, on vous rend celui-là et puis nous donner une autre date, ne serait-ce que dans la même semaine du 3 OK, août. alors on peut la mettre le 5 si vous êtes d'accord. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, de toute façon, on peut le mettre le 5 parce que de toute façon, je vais remettre les notes à Colette le 7. C'est ce que j'ai prévu. Donc, et puis c'est le 7 également que j'aimerais vous envoyer le courriel avec toutes les ressources que j'aurais eu la chance de télécharger. Et puis avec les restrictions n'oubliez pas, hein, s'il y a des restrictions par rapport aux ressources que vous voulez partager, dites-le moi que je puisse le noter quand je vais compiler les ressources. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on peut dire que la tâche va être remise, je vais changer dans le calendrier, va être remise le 5, la tâche finale.
Si vous voulez la remettre avant, je suis preneuse aussi. Oui, C'est juste pour avoir un petit coussin de... c'est parfait, ne te dérange. Fatima, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Merci. Oui. Mhm. OK. Avez-vous d'autres questions? Oui, José. Euh, Quand c'est indiqué choisir deux notions à enseigner Oui, explicitement, oui, soit en communication orale, soit en écriture, soit en lecture, oui. euh, est-ce qu'on peut faire comme, est-ce- comme jour 1, ça va être en communication orale, jour 2, ça va être en écriture, jour 3, comme, est-ce qu'on peut... Tu peux mélanger, oui, tu peux mélanger. Tant que ce que tu vas évaluer soit en lien avec quelque chose que tu as enseigné, moi, ça me va. Parce que tu vois, des fois, pourquoi je te dis tu peux mélanger, c'est parce que des fois, une notion que tu veux enseigner en écriture est très liée à une notion de communication orale, par exemple. Le prérequis, c'est peut-être une notion de communication orale. Par exemple, je vais enseigner à écrire une phrase. Avant d'écrire une phrase, je dois la dire, par exemple. Donc, oui, je vais enseigner comment dire son idée en phrase complète. On est en écriture, mais on est aussi un peu en communication orale. Mhm. Donc, oui, c'est pour dire que je te comprends pleinement, oui. OK. Donc, si on n'a pas de questions, le webinaire aujourd'hui est terminé. Je vous laisse le temps de soit vous mettre en équipe pour travailler, donc comme de vous organiser en équipe, soit c'est vous qui décidez de terminer d'écouter la présentation de Caroline Proux. Oui, j'ai José qui voudrait poser une autre question et puis Florentine. Oui, ben peut-être c'est pour ça qu'il y a comme moins de questions en ce moment, là, parce que peut-être qu'il y a d'autres groupes qui se sont organisés comme mon groupe. On avait Oui, planifié se rencontrer après le cours d'aujourd'hui OK, pour décider, faire le point, comme s'aligner, puis tout ça. Puis OK. j'imagine qu'après cette rencontre-là, on va peut-être avoir des questions Mission. plus OK. précises. Fait que je me demandais, est-ce que toi, tu es disponible comme si on t'écrit, euh, excuse-moi, d'ici 11 heures ou d'ici 11h30, comme, Oui, veux-tu qu'on oui. t'envoie les questions par courriel? Veux-tu... Si vous m'envoyez des questions par courriel, c'est encore mieux parce que ça permet que mercredi, quand on arrive, je puisse les adresser tout de suite. Oui. Ou à la fin du webinaire. Oui. Mais en principe, ça ne devrait pas être compliqué. Comme je vous dis, je l'ai marqué, hein, on ne recherche pas la perfection. On recherche juste une ressource qu'on est capable d'utiliser, nous, en salle de classe, ou qu'on n'est pas capable de partager avec un collègue pour qu'il puisse dire, ouf, je souffle. Parce que vous savez, des fois, à des moments, surtout ceux qui jouent le rôle d'enseignant et PAF, on voit comment nos collègues sont essoufflés et de leur dire, tiens, j'ai une planif pour toi qui peut te permettre d'avancer. Ça fait un baume au cœur. Et donc, on ne recherche pas la perfection, on cherche juste une ressource qui est quand même moyennement bien faite et utilisable. Mais c'est pas la perfection qu'on recherche. Oui, Florentine et ensuite Fatima. Bonjour, Patricia, bonjour tout le monde. Oui. Je voulais juste euh, avoir de la précision sur euh, un petit aspect de la tâche sommative. Alors, puisque tu as demandé qu'on choisisse un livre d'Encantouk Mhm. et aussi tu as dit qu'on pouvait enseigner explicitement soit une tâche d'écriture, de lecture ou de communication orale. Si une équipe choisit par exemple d'enseigner une tâche explicite en écriture, aurait-on toujours recours au livre? Oui, il faut partir du livre. Parce que dans la lecture interactive ou l'écriture interactive enrichie, on parle d'un texte littéraire pour enseigner. Donc, quand tu te promènes sur le site de Pascal Lefebvre, on part toujours d'un livre de littérature jeunesse. Toujours. Parce que ton modelage va être fait à partir du texte. D'accord. Par Merci. exemple, si je veux enseigner une notion de grammaire, par exemple, je veux enseigner, qu'est-ce que je veux enseigner?
l'accord dans le groupe nominal. Alors, je peux tirer une des phrases du texte et là, je vais montrer où l'accord, j'aime l'accord dans le groupe verbal parce que nos élèves font souvent cette erreur. Quand on entend le en quand ils lisent les verbes avec ENT. Alors, je vais peut-être leur dire le ENT est silencieux. Je peux aller chercher parce qu'ils disent Fatima et Amina mangeant des pommes au lieu de dire mange des pommes. Alors, dans mon livre, il y a cette phrase-là. Je pars de cette phrase-là pour leur enseigner l'accord du groupe du verbe avec son sujet et leur dire en français, la marque du pluriel, on la voit à l'écrit, mais on ne l'entend pas à l'oral. Là, j'utilise mon texte littéraire pour le leur montrer, pour faire mon modelage. Et je dis ici, mange à ENT, parce qu'on parle de deux personnes. C'est Fatima et Amina. Et on peut le remplacer par elle au pluriel. Et c'est pour ça que lorsque je vois le ENT, je ne le prononce pas, je le vois, mais je ne l'entends pas. Il est tout simplement là pour me dire qu'il y a deux personnes qui font l'action, par exemple. Là, je suis partie de mon livre pour leur enseigner parce qu'on veut utiliser les auteurs comme des modèles langagiers. Merci beaucoup. Ça fait Allô? plaisir. Oui, allô? Oui, Patricia, je voulais aller dans le même sens que Florentine. Dans ce contexte-là, est-ce que c'est possible, si on a pris par exemple un livre, est-ce que c'est possible de prendre une page dans le livre ou un paragraphe pour juste travailler dessus pour ne pas être trop long? C'est possible? Ce que je Mais veux pour que tu prendre tout le fasses, livre. un instant, je vais juste te montrer un exemple, OK? Ouais. Alors, tu vois par exemple ici, dans cet exemple de planification, comme je dis, qui n'est pas parfaite, mais qui en est une. Alors, ça, c'est les notions qui ont été révisées avec les élèves, OK? On a fait de l'anticipation, mais on a révisé, c'est quoi la première page la page de couverture. On a présenté le vocabulaire. Mais au moment d'enseigner explicitement une notion, à partir de ce livre, on a enseigné le vocabulaire. Là, je passe tout le vocabulaire. Alors, ici, voici un enseignement explicite. À partir de ce livre, on a lu le livre. Maintenant, il y a plusieurs mots dans le livre. Je veux leur enseigner comment entendre les sons et les noter. Je leur montre la stratégie et les mots que je leur demande à noter sont les mots qui sont dans le livre. Par exemple, dans le livre, il y a le mot chaud. Ben, c'est un mot un peu compliqué là, pour première année. Je vais chercher quel mot. Il y a le mot, je sais pas, patine. Oui, il y a le mot patine. Alors, je veux qu'ils écrivent le mot patiner. Là, on va dire, la nuit, les bonhommes de neige patinent sur l'étang gelé. Moi, j'aimerais ça écrire le mot patine. Comment je peux l'écrire? Quel est le son que tu entends quand je dis patine? Quel est le son que tu entends en premier? Et puis là, on va entendre les sons et les noter. Je suis partie du livre. Spécifiquement, je suis partie d'un mot qui est dans le livre. Est-ce que tu vois comment ça se fait? Donc là, cet enseignement-là a été fait à partir d'un mot qui se trouve dans le livre. Adrienne, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Oui, je vois. Ça va. OK, c'est beau. Donc, alors, je vais vous laisser, je vais arrêter l'enregistrement et donc je vais lever la séance